Un millionnaire est assis sur le banc des accusés, faisant face à des accusations dévastatrices de fraude d'entreprise qui pourraient détruire sa vie à jamais. Alors que le juge s'apprête à déclarer l'affaire perdue en raison de l'absence mystérieuse de son avocat, la voix d'un enfant résonne dans la salle d'audience. « Votre honneur, je peux le défendre. » Tous se retournent, choqués, pour voir la fille de 7 ans de sa femme de ménage lever la main avec détermination. Le juge rit d'abord, disant « Ce n'est pas un endroit pour un enfant. » Mais lorsqu'elle ouvre son carnet et commence à citer des termes juridiques complexes avec une précision chirurgicale, le silence envahit la pièce. Ce que personne n'attendait, c'est que cette fillette surdouée avait découvert quelque chose sur l'affaire qui pourrait tout changer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur du bois ciré emplit les narines d'Edward Santana alors que ses doigts tremblants serraient le costume impeccablement taillé qui représentait autrefois le succès et qui lui semblait maintenant être un linceul. La grande salle d'audience résonnait de chuchotements étouffés, chaque son se répercutant comme de petits poignards dans son âme déjà meurtrie. Là, sur le banc des accusés qu'il n'aurait jamais imaginé occuper, le millionnaire de 62 ans faisait face à la plus cruelle des ironies. Sa générosité était devenue sa condamnation. Les accusations de fraude d'entreprise dansaient devant ses yeux comme des fantômes moqueurs, relations inappropriées sur le lieu de travail, abus de pouvoir, corruption morale. Des mots qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir être associés à son nom, bâtis au fil des décennies avec de la sueur, du dévouement, surtout, une foi inébranlable en la bonté humaine. Ses pensées dérivèrent vers cet après-midi, 3 semaines plus tôt, où il avait rencontré Maria Sanchez. La femme de 40 ans, aux yeux fatigués mais déterminés, était arrivée dans son entreprise avec un balai et un espoir désespéré. Mère célibataire et travailleuse infatigable, elle avait besoin de ce poste de nettoyage pour subvenir aux besoins de sa fille de 7 ans, Sophia. Edward, touché par sa situation, n'avait pas hésité à l'embaucher sur le champ. « Monsieur Santana, » avait-elle dit, la voix étranglée par l'émotion, « je vous promets que je ne vous décevrai pas. C'est juste que parfois, je n'ai personne pour garder Sophia quand elle sort plus tôt de l'école. »« Amenez-la » avait répondu Edward sans une seconde d'hésitation, son visage s'illuminant de ce sourire chaleureux qui avait conquis fournisseurs et clients au fil des ans. Un enfant apporte de la vie à un environnement. Et puis, pendant que vous travaillez, elle pourra faire ses devoirs dans la salle de conférence. Comment cette simple décision humaine avait-elle pu se transformer en un piège aussi élaboré? Edward regardait l'horloge ancienne sur le mur de la salle d'audience, ses aiguilles marquant 15h15. Son avocat, engagé par son propre associé, Robert, dans un geste qui à l'époque avait semblé généreux, n'était toujours pas arrivé. Le temps s'épuisait et le juge montrait une impatience croissante. Robert, le nom de l'homme qu'il considérait comme son bras droit, son confident, presque un frère, lui laissait maintenant un goût amer dans la bouche. 45 ans d'amitié, la construction conjointe d'un empire commercial, le partage de rêves et de victoires. Comment n'avait-il pas vu les signes, l'avidité grandissante, les regards calculateurs, les suggestions de plus en plus audacieuses sur la maximisation des profits et la réduction des coûts inutiles? Le procureur de district, un homme mince aux lunettes cerclées d'or, organisait ses papiers avec la précision d'un prédateur préparant son assaut final. Edward connaissait ce type de personne. Il en avait rencontré beaucoup au cours de sa carrière, des hommes qui voyaient la loi comme un outil de pouvoir, non comme un instrument de justice. « Votre honneur » la voix du procureur coupa le silence comme une lame tranchante. « Compte tenu de l'absence de la défense, je suggère que nous procédions à un jugement par défaut. Les preuves contre l'accusé sont accablantes. » Un instant, l'interrompit le juge Arthur Caldwell, un homme aux cheveux gris et au regard sévère mais pas cruel. « Attendons encore quelques minutes. Le droit à la défense est sacré dans notre Constitution. » Edward ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration rapide. Son esprit s'envola vers les moments qu'il avait passés à regarder Sophia faire ses devoirs. La fillette était extraordinaire. À 7 ans, elle lisait avec une fluidité qui impressionnait les adultes, faisait des calculs mentaux complexes et montrait une curiosité vorace pour tout ce qui l'entourait, en particulier les lois et la justice. « Pourquoi les gens ont-ils besoin d'avocats, tonton Eddie ?» avait-elle demandé un après-midi en dessinant dans son carnet coloré. Parce que parfois, la vérité a besoin d'une voix forte pour être entendue, ma petite, avait-il répondu en caressant les cheveux bouclés de la fillette. Quelle ironie que ce soit maintenant sa vérité qui avait désespérément besoin d'une voix, et que cette voix ne se manifeste tout simplement pas. Le temps continuait de s'écouler inexorablement.
Édouard sentait le poids des regards curieux et accusateurs de la galerie, des journalistes, des employés de l'entreprise, des gens qui admiraient autrefois sa carrière et qui assistaient maintenant à sa chute, ou du moins à ce qui semblait l'être. Il savait qu'il était innocent, chaque fibre de son être criait cette vérité. Mais dans un monde où la perception compte souvent plus que les faits, son innocence semblait insuffisante face aux preuves soigneusement fabriquées que Robert avait orchestrées. 5 minutes, annonça le juge en consultant sa montre. Si la défense ne se présente pas, nous procéderons au jugement. Édouard sentit son cœur s'accélérer dangereusement. 62 ans de vie, 4 décennies à bâtir une réputation impeccable, tout s'effondrait à cause de sa naïveté à faire confiance aux mauvaises personnes et de sa gentillesse à aider les bonnes. Soudain, une voix d'enfant, claire et nette, résonna dans l'imposante salle d'audience. « Votre honneur, je peux le défendre. » Tous les regards se tournèrent vers la source de la voix. Édouard ouvrit les yeux, incrédule, et vit Sofia Sanchez debout dans la galerie, sa petite main levée avec une détermination absolue, tenant un carnet coloré comme s'il s'agissait du dossier juridique le plus important du monde. Le silence qui s'abattit sur la salle d'audience était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Toutes les personnes présentes, du juge aux journalistes dans la galerie, restèrent immobiles, assimilant ce qu'elles venaient d'entendre. Un enfant de 7 ans avait proposé de défendre un millionnaire accusé de fraude d'entreprise. Maria Sanchez se leva rapidement de son siège, le visage rouge de honte et de désespoir. « Sofia, ma chérie, assieds-toi. S'il te plaît, n'interromps pas le procès de Monsieur Santana, » murmura-t-elle avec urgence, essayant de tirer sa fille vers son siège. Mais Sofia resta ferme, ses yeux sombres brillant d'une détermination qui contrastait radicalement avec son apparence fragile. Elle portait une simple robe bleue, amoureusement reprisée par sa mère, et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Dans ses petites mains, elle tenait un carnet coloré rempli de notes manuscrites soignées. « Maman, » dit Sofia avec un sérieux déconcertant pour son âge, « tonton Eddie n'a rien fait de mal. Je le sais parce que j'ai tout vu. Et si son avocat n'est pas venu, quelqu'un doit le défendre. » Le juge Caldwell ajusta ses lunettes et se pencha en avant, étudiant la fillette avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. En 30 ans de carrière, il avait été témoin de situations inhabituelles, mais rien de comparable à celle-ci. « Ma jeune demoiselle, » dit le juge d'une voix paternelle mais ferme, « j'apprécie votre dévouement envers Monsieur Santana. Cependant, notre système judiciaire exige des qualifications spécifiques pour pratiquer le droit. C'est une profession réglementée que... » Votre honneur, l'interrompit Sofia, sa voix sonnant étonnamment mature. Avec tout le respect que je vous dois, le 6e amendement de la Constitution garantit le droit à un avocat, et le 5e amendement assure une procédure régulière, ce qui inclut le droit à une défense vigoureuse. S'il n'y a pas d'avocat présent et que l'accusé risque un jugement par défaut, ne serait-il pas juste d'au moins entendre ce que j'ai à dire ? Un murmure de surprise parcourut la salle d'audience. Édouard sentit son cœur battre la chamade, non seulement à cause de la citation constitutionnelle inattendue de Sofia, mais aussi à cause de l'espoir qui commençait à naître dans sa poitrine. Comment une enfant de 7 ans connaissait-elle la Constitution ? Le procureur de district, Henry Albright, se leva avec un sourire condescendant. « Votre honneur, ceci est un cirque. Nous ne pouvons pas permettre à une enfant de transformer cette salle d'audience en terrain de jeu. Je suggère que nous poursuivions le procès et ignorions cette interruption puérile. » Sofia se tourna vers le procureur, les yeux lançant des éclairs. « Ce n'est pas un jeu, docteur. Il s'agit de justice, et la justice n'a pas d'âge. » Elle ouvrit son carnet et feuilleta quelques pages. « Tonton Eddie m'a appris que tout le monde mérite d'être entendu. Si vous voulez vraiment la vérité, pourquoi avez-vous peur de ce qu'un enfant pourrait dire ?» Édouard regardait la scène avec une admiration et une inquiétude croissantes. Sofia faisait preuve d'un courage que beaucoup d'adultes n'avaient pas, affrontant d'imposantes figures de la justice avec un naturel impressionnant, mais il craignait les conséquences que cette audace pourrait avoir pour la fillette et sa mère. Le juge tambourinait des doigts sur le banc, clairement partagé entre le respect du protocole et sa curiosité pour ce que la fillette avait à dire. Il regarda Édouard, puis Maria, qui gardait les mains jointes dans une prière silencieuse. « Docteur Albright, » dit finalement le juge, considérant que la défense désignée ne s'est pas présentée et que l'accusé a un droit constitutionnel à la défense, j'autoriserai la fillette à parler, non pas en tant qu'avocate, évidemment, mais en tant que témoin à la décharge de l'accusé. Sofia sourit pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, un sourire pur et radieux qui illumina momentanément cet environnement solennel. « Merci, votre honneur. Je promets de ne pas trahir votre confiance. »
Elle se dirigea d'un pas déterminé vers l'avant de la salle, monta sur le petit banc que l'huissier improvisa pour qu'elle atteigne le microphone et ouvrit son carnet. Ces pages révélaient des dessins colorés mêlés à des notes précises, une combinaison singulière d'innocence enfantine et d'un esprit d'analyse en plein développement. « Votre honneur », commença Sophia, sa voix claire résonnant dans le système de sonorisation. « Il y a 3 semaines, j'ai commencé à accompagner ma mère au travail dans l'entreprise de tonton Eddie. Pas parce qu'il voulait profiter d'elle, comme le disent les gens, mais parce qu'il a un bon cœur et savait que maman n'avait personne pour me garder. » Édouard sentit ses yeux s'embuer. La simplicité et la sincérité avec lesquelles Sophia décrivait sa gentillesse contrastaient douloureusement avec les accusations qui pesaient sur lui. « Chaque jour, je restais dans la salle de conférence à faire mes devoirs, » continua Sophia en feuilletant son carnet. « Et chaque jour, je voyais tonton Eddie être gentil avec tout le monde, avec le portier, avec la secrétaire, avec le personnel de nettoyage. Il demandait toujours comment allait leur famille, s'ils avaient besoin de quelque chose. » Le procureur leva les yeux au ciel, clairement impatient. « Votre honneur, ceci n'est pas pertinent. Nous sommes ici pour juger une fraude d'entreprise, pas pour entendre des éloges sur le caractère de l'accusé. » Sophia se tourna vers le procureur avec une expression sérieuse qui rappela à Édouard ses propres négociations les plus importantes. « Docteur, vous avez dit que tonton Eddie avait offert une promotion à ma mère en échange de faveurs, mais cela n'a aucun sens. » « Et pourquoi donc, jeune demoiselle ?» demanda le procureur avec condescendance. Sophia feuilleta quelques pages de son carnet et trouva ce qu'elle cherchait. « Parce que ma mère ne travaille dans l'entreprise que depuis 3 semaines. Comment quelqu'un peut-il être promu à un poste qu'il a commencé la veille? Et en plus, elle brandit un morceau de papier, j'ai ici la conversation que j'ai entendue entre tonton Rob et un homme étrange. » Toute la salle d'audience se pencha en avant. Édouard sentit un frisson parcourir son échine en entendant le nom de Robert mentionné par Sophia. « Quelle conversation, Sophia ?» demanda le juge, sa voix montrant un intérêt sincère. La fillette prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à révéler le secret le plus important de sa vie. « Mardi dernier, j'étais dans la salle de conférence quand j'ai entendu des voix dans le couloir. Tonton Rob parlait à un monsieur que je n'avais jamais vu. Il parlait d'éliminer tonton Eddie et de prendre le contrôle de l'entreprise. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Édouard sentit son monde tourner alors que les mots de Sophia résonnaient dans son esprit. Robert, son associé depuis des décennies, planifiant son élimination. Sophia continua, consultant ses notes. L'homme a demandé si l'avocat avait reçu pour instruction de ne pas se présenter, et tonton Rob a dit oui, que tout était prêt pour qu'Édouard soit condamné par contumace. Les derniers mots de Sophia tombèrent sur la salle d'audience comme une bombe. Édouard regarda autour de lui et vit des visages choqués, des murmures d'incrédulité, et au fond de la salle, Robert est se levant brusquement de son siège, le visage pâle comme un linge. Robert tenta de dissimuler son désespoir par un sourire forcé, mais ses mains tremblantes en ajustant sa cravate le trahissaient complètement. Édouard regardait son ancien associé avec un mélange d'incrédulité et de profonde douleur. 45 ans d'amitié, la construction conjointe de rêves, le partage des succès et des échecs. Tout cela aurait-il pu n'être qu'une mascarade élaborée? Le juge Caldwell remarqua l'agitation de Robert et lui fit signe de rester assis. « Monsieur, vous aurez l'occasion de vous exprimer en temps voulu. » Il se tourna ensuite vers Sophia, qui restait sereine devant le microphone, comme si elle racontait simplement une histoire au dîner. « Continuez, Sophia. Qu'avez-vous entendu d'autre dans cette conversation ?» Sophia feuilleta soigneusement son carnet, ses petites mains manipulant les pages avec la précision d'une bibliothécaire expérimentée. Édouard regardait, fasciné, comment une enfant de 7 ans avait pu développer un système d'organisation aussi méticuleux. « Votre honneur » dit Sophia en trouvant la page qu'elle cherchait. « Ils ont parlé de photos. » L'homme a montré des photos à tonton Rob et a dit que ce serait suffisant pour convaincre n'importe quel jury, mais j'ai vu ces photos et elles ne montrent rien de mal. Le procureur Albright fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Vous avez vu les photos? Un enfant ne devrait pas avoir accès aux preuves d'un procès. » Sophia se tourna vers lui avec ce sérieux déconcertant qui était devenu sa marque de fabrique. « Docteur, je n'ai pas pris les photos. Elles étaient éparpillées sur la table de la salle de conférence vendredi dernier quand je suis entré pour chercher ma trousse que j'avais oubliée. Je pensais que c'était des photos de la fête d'anniversaire de l'entreprise. Alors, j'ai regardé. » Elle ouvrit son carnet à une page spécifique,
révélant des dessins colorés qui reproduisaient avec une fidélité impressionnante ce qu'elle avait vu. Sur cette photo-ci, dit-elle en pointant l'un de ses dessins, tonton Eddie m'aide à atteindre un livre sur l'étagère du haut. Sur cette autre, il explique à ma mère comment fonctionne la machine à café. Et sur celle-ci, nous sourions tous les trois après qu'il m'ait donné un chocolat. Édouard sentit une vague d'émotion en reconnaissant dans les dessins de Sophia des moments qu'il considérait comme précieux. De simples gestes d'humanité que quelqu'un avait tordus en preuve malveillante. La précision artistique de la fillette était remarquable. Chaque détail était fidèlement reproduit, de la position des mains aux expressions faciales. Mais s'il s'agit de situations normales, sans qui le juge, comment ont-elles pu être utilisées comme preuve de conduite inappropriée? Sophia soupira, un son étonnamment mature venant d'un enfant. Parce que celui qui a pris les photos a coupé des parties importantes. Sur la première photo, on ne voit pas que ma mère était juste à côté en train de nettoyer la pièce. Sur la deuxième, ils ont coupé la partie où d'autres employés buvaient aussi du café. Sur la troisième, on ne voit pas que c'était en présence de plusieurs personnes pendant le goûter de l'après-midi. Un murmure d'indignation parcourut la galerie. Édouard vit des journalistes griffonner des notes frénétiquement, clairement fascinés par la tournure qu'une enfant donnait à l'affaire. Maria Sanchez regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle connaissait Sophia mieux que quiconque au monde, connaissait son intelligence exceptionnelle, mais craignait les conséquences d'exposer un si jeune enfant à la brutalité du système judiciaire. Sophia, dit le juge doucement, ce sont des observations très perspicaces pour quelqu'un de votre âge. Comment avez-vous appris à remarquer des détails aussi importants? La fillette sourit timidement pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Ma mère m'a toujours appris à faire attention à ce qui se passe autour de moi, et j'aime beaucoup lire des livres sur les détectives et les enquêteurs. J'ai une collection de livres de mystères pour enfants que tonton Eddie m'a offerte. Édouard se souvint du jour où il avait offert la collection de livres à Sophia. La fillette avait été si heureuse qu'elle avait passé des heures à feuilleter chaque volume, posant des questions sur la façon dont les détectives trouvaient des indices et résolvaient des affaires. Il n'aurait jamais imaginé qu'il cultivait les compétences qui le sauveraient un jour. Le procureur Albright commençait à montrer des signes de nervosité. Votre honneur, bien qu'il soit touchant d'entendre les observations de la fillette, nous devons nous baser sur des preuves concrètes, pas sur des dessins d'enfants et les interprétations d'une fillette de 7 ans. Docteur, l'interrompit fermement Sophia, vous avez dit que les preuves concrètes sont importantes. Je suis tout à fait d'accord. Elle plongea la main dans un petit sac qu'elle portait et en sortit un objet qui fit se pencher tout le monde dans la salle d'audience pour mieux voir. C'était un petit enregistreur numérique, comme ceux que les étudiants utilisent pour enregistrer des cours. Sophia le tenait comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. Mercredi dernier, quand j'ai entendu tonton Rob parler avec cet homme étrange, je me suis souvenu des livres de détectives et j'ai pensé que je devais enregistrer la conversation. Ma maîtresse m'avait prêté cet enregistreur pour m'entraîner à lire à la maison. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Robert était visiblement pâle, ses mains agrippant si fort les bras du fauteuil que ses jointures étaient blanches. « Et que contient cet enregistrement, Sophia ?» demanda le juge, sa voix trahissant l'excitation qu'il tentait de contrôler. Sophia regarda directement Édouard, ses yeux transmettant une détermination qui transcendait son âge. « Il contient la vérité, votre honneur. La vérité sur qui veut vraiment détruire tonton Eddie et pourquoi. » Le procureur se leva brusquement. « Objection. Cet enregistrement, s'il existe, a été obtenu illégalement par une mineure sans le consentement des parties. »« Docteur, » répondit Sophia avec un calme impressionnant, « je jouais dans le couloir quand j'ai entendu des voix fortes. Je n'espionnais pas intentionnellement. Et quand j'ai compris qu'il parlait de faire du mal à tonton Eddie, j'ai pensé que je devais avoir une preuve à montrer à quelqu'un qui pourrait aider. » Le juge réfléchit quelques instants, clairement partagé entre les questions juridiques et sa curiosité sur le contenu de l'enregistrement. L'enregistrement peut être discutable d'un point de vue légal, mais compte tenu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et du fait qu'il a été réalisé par une mineure sans intention criminelle, je l'admettrai comme preuve. Sophia sourit et se prépara à jouer l'enregistrement. Votre honneur, avant de le jouer, je dois vous avertir que certains mots sont difficiles à comprendre car il parlait bas. Mais il y a une partie très claire où il parle d'éliminer Édouard du chemin et de prendre toute l'entreprise. Édouard sentit son cœur s'emballer. Il allait enfin entendre la trahison planifiée par la voix de l'homme qu'il considérait comme un frère. Mais simultanément, il ressentait une immense gratitude pour la fillette courageuse qui avait tout risqué pour le défendre.
Robert et se leva brusquement. C'est absurde. Je ne vais pas rester ici à écouter les fantaisies d'une enfant. Mais sa voix tremblait, et tout le monde dans la salle pouvait percevoir le désespoir derrière son indignation. Sophia appuya sur le bouton de lecture de l'enregistreur, et la voix inimitable de Robert commença à résonner dans la salle d'audience, scellant son destin et libérant Édouard du piège qui avait failli le détruire. La voix de Robert emplit la salle d'audience d'une froideur qu'Édouard n'avait jamais perçue en 45 ans de connaissance. C'était comme s'il écoutait un étranger, quelqu'un qui avait utilisé le masque de l'amitié pour cacher une âme de prédateur. Édouard est si naïf. Il l'a toujours été. Cette histoire avec la femme de ménage et sa fille est parfaite. Nous pouvons l'utiliser pour le piéger avec la clause de conduite inappropriée du contrat. Une deuxième voix, rauque et calculatrice, répondit « Et vous êtes sûr que l'avocat ne se présentera pas au procès ?» Absolument. J'ai payé assez cher pour qu'elle ait une urgence familiale très commode. Édouard sera jugé par contumace, perdra tout, et j'aurai enfin le contrôle total de l'entreprise. Édouard sentit son sang se glacer. La trahison était encore plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Robert n'avait pas seulement orchestré les fausses accusations, mais avait aussi corrompu son propre avocat. Il regarda l'homme qu'il considérait comme un frère, ne voyant plus qu'un étranger aux yeux froids et calculateurs. L'enregistrement continua, chaque mot un poignard dans le cœur d'Édouard. « Et si quelqu'un se doute de quelque chose ?» demanda la voix inconnue. « Qui va se douter ?» Édouard me fait une confiance aveugle. Il a même signé des procurations me donnant le pouvoir de gérer une partie de l'entreprise en cas d'incapacité temporaire. L'idiot n'a même pas lu correctement ce qu'il signait. Sophia observait attentivement les réactions dans la salle. Son petit visage montrait une profonde tristesse en voyant comment ces révélations affectaient Édouard. La fillette comprenait avec une maturité impressionnante pour son âge qu'elle assistait au moment où quelqu'un découvrait que toute sa vie avait été un mensonge. Maria Sanchez pleurait silencieusement sur son siège, partagée entre la fierté pour le courage de sa fille et l'horreur de découvrir que sa famille avait été utilisée comme pion dans un jeu cruel de pouvoir et de cupidité. Le juge Caldwell prenait des notes frénétiquement, son visage montrant une indignation croissante à chaque mot de l'enregistrement. En 3 décennies de carrière, il avait rarement été témoin d'une trahison aussi calculée et cruelle. La voix de Robert continua sur l'enregistrement. « Les photos que vous avez prises sont parfaites, bien recadrées. Elles semblent montrer exactement ce dont nous avons besoin. Et le meilleur, c'est qu'Édouard ne se doute de rien. Il pense qu'il est juste gentil avec la femme et l'enfant. Et après sa condamnation, c'est simple. Avec les procurations et les clauses contractuelles, je prends le contrôle total. Édouard perd tout, l'entreprise, sa réputation, sa liberté. Et je me débarrasse enfin du poids mort qu'il est devenu avec cette obsession de la responsabilité sociale et du traitement humain des employés. » L'enregistrement se termina par le bruit de pas s'éloignant et d'une porte se fermant. Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait physique, pesant sur toutes les personnes présentes comme une pierre tombale. Robert était devenu une statue de sel, son visage livide contrastant avec son costume sombre. Ses mains tremblaient visiblement, et Édouard pouvait voir des perles de sueur se former sur son front malgré la climatisation de la salle. Le procureur Albright était clairement secoué. Les preuves qu'il considérait comme solides venaient de se transformer en sable mouvant sous ses pieds. Il regarda ses papiers, puis Robert, puis Sophia, comme s'il essayait de réorganiser mentalement toute l'affaire. « Votre honneur » dit Sophia en rangeant soigneusement l'enregistreur dans son sac. « Puis-je continuer à parler des autres choses que j'ai vues ?» Le juge hocha la tête, encore en train d'assimiler l'impact de l'enregistrement. « Bien sûr, Sophia. S'il vous plaît, dites-nous tout ce que vous avez observé. » La fillette feuilleta à nouveau son carnet, s'arrêtant à une page remplie de chiffres et d'heures écrits d'une écriture soignée. Après avoir entendu cette conversation, j'ai commencé à faire plus attention à ce qui se passait dans l'entreprise et j'ai remarqué des choses étranges. Édouard se pencha en avant, fasciné par la capacité d'analyse de la fillette. Comment une personne si jeune avait-elle réussi à détecter des irrégularités que lui, avec des décennies d'expérience, n'avait pas remarquées ? Quel genre de choses, Sophia ? demanda le juge. D'abord, des gens étranges sont apparus à l'entreprise et ne parlaient toujours qu'avec tonton Rob. Ils ne saluaient jamais tonton Eddie, même quand ils le croisaient dans le couloir. C'était bizarre, parce que tonton Eddie connaît tout le monde et salue toujours tout le monde. Sophia tourna la page de son carnet, révélant une liste méticuleusement organisée. Deuxièmement, tonton Rob a commencé à arriver plus tôt et à partir plus tard,
mais toujours quand tonton Eddy n'était pas là, et il manipulait des papiers dans le bureau de tonton Eddy quand il pensait que personne ne le regardait. Robert tenta de se lever à nouveau, mais le juge lui fit fermement défendre. Pour le moment, j'écoute le témoignage de la fillette. Votre honneur, continua Sophia, j'ai aussi vu tonton Rob dupliquer des clés. Jeudi dernier, il était à la réception avec un appareil étrange en train de faire des copies des clés de tonton Eddy. Quand il m'a vu regarder, il a dit qu'il organisait les clés pour une surprise. Édouard sentit une vague de nausée. Robert avait dupliqué ses clés, probablement pour placer de fausses preuves dans son bureau ou son coffre-fort. La profondeur de la trahison semblait sans limite. Et il y a une autre chose importante, dit Sophia, sa voix devenant plus sérieuse. Hier matin, avant de venir au tribunal, j'ai vu tonton Rob parler à une femme sur le parking de l'entreprise. C'était l'avocate qui devait défendre tonton Eddy. Elle lui rendait une enveloppe en disant que le travail était fait. La salle entière sembla se figer. La profession juridique avait été corrompue. Le système de justice avait été manipulé, et seule une enfant de 7 ans avait eu le courage et l'intelligence de dénoncer toute la conspiration. Le juge Caldwell abattit son marteau avec force sur le banc. « Monsieur, levez-vous. Compte tenu des preuves présentées, j'ordonne votre arrestation immédiate pour complot, falsification de documents, corruption et tentative d'entrave à la justice. » Mais quand tout le monde se tourna vers le banc où Robert était assis, ils découvrirent qu'il avait discrètement disparu pendant le témoignage de Sophia. Le prédateur s'était enfui, ne laissant derrière lui que l'écho de sa trahison et la vie détruite d'un homme qui avait cru en une amitié véritable. Édouard regarda Sophia, qui l'observait avec des yeux pleins de compassion. À ce moment, il comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'associé qu'il avait perdu. Il avait trouvé une vraie famille, bâtie non sur les intérêts, mais sur la bonté authentique et un courage extraordinaire. L'huissier revint dans la salle d'audience 15 minutes plus tard, essoufflé et visiblement frustré. « Votre honneur, le suspect n'a pas été localisé. Son véhicule a été retrouvé abandonné sur le parking, mais il a disparu. » Édouard resta assis sur le banc des accusés, maintenant ironiquement transformé en lieu où la vérité avait été révélée. Il se sentait à la fois soulagé et anéanti. La justice était en marche, son innocence avait été prouvée, mais le coût émotionnel de la découverte était dévastateur. 45 ans, près d'un demi-siècle d'amitié, de confiance mutuelle, de construction conjointe de rêves. Comment Robert avait-il réussi à si bien simuler pendant si longtemps ? Édouard revivait mentalement des milliers de moments partagés, essayant de détecter des signes qui à l'époque semblaient insignifiants, mais qui prenaient maintenant une signification sinistre. Le juge Caldwell organisa les papiers sur son bureau, clairement ébranlé par les événements dont il venait d'être témoin. « Monsieur Édouard Santana, dit-il d'une voix solennelle. Compte tenu des preuves présentées par la jeune Sophia Sanchez, je vous déclare innocent de toutes les charges. L'affaire est classée sans suite immédiatement. » Un soupir de soulagement collectif parcourut la galerie. Les journalistes commencèrent à passer des appels frénétiques. Les employés de l'entreprise chuchotèrent entre eux, et Maria Sanchez laissa enfin des larmes de gratitude couler librement sur son visage. Mais Édouard ne parvenait pas à ressentir de la joie. Il regarda ses propres mains, essayant de comprendre comment il avait pu être si aveugle. Robert avait toujours montré de l'ambition, mais Édouard avait interprété cela comme du dévouement à l'entreprise. Les commentaires occasionnels semblaient être des suggestions commerciales légitimes, pas des signes d'une avidité corrosive. Sophia descendit du petit banc improvisé et se dirigea vers Édouard. Ses pas étaient hésitants, comme si elle sentait la profonde douleur que ces révélations avaient causée à l'homme qu'elle avait tenté de protéger. « Tonton Eddy, dit-elle d'une petite voix. Je suis tellement désolée d'avoir dû te dire ces choses sur tonton Rob. Je sais que vous étiez amis depuis longtemps. » Édouard regarda la fillette et sentit son cœur se réchauffer pour la première fois depuis des semaines. Une enfant de 7 ans faisait preuve de plus de compassion et de sagesse que beaucoup d'adultes qu'il avait connus au cours de sa vie. « Sophia, dit-il, la voix étranglée. Tu n'as rien à t'excuser. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé non seulement ma liberté, mais aussi ma dignité. Comment puis-je remercier une si petite personne pour un geste si grand ?» La fillette sourit timidement et tendit son carnet coloré à Édouard. Vous pouvez garder mes dessins et mes notes. Peut-être qu'ils aideront la police à retrouver tonton Rob et à savoir s'il a fait ça à d'autres personnes aussi. Le procureur Albright s'approcha, son visage montrant encore le choc d'avoir été induit en erreur par des preuves fabriquées. Monsieur Santana, au nom du bureau du procureur, je vous présente des excuses formelles.
Nous avons été victimes d'une conspiration élaborée. Nous veillerons à ce que toutes les personnes impliquées soient enquêtées et poursuivies. Édouard hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il pensait aux employés de l'entreprise, aux décisions qu'il devrait prendre, à la reconstruction nécessaire après la trahison. Comment pourrait-il à nouveau faire confiance à des partenaires commerciaux? Comment distinguer la loyauté authentique de l'intérêt personnel déguisé? Maria Sanchez s'approcha d'un pas hésitant. Monsieur Santana, nous ne savons pas comment vous remercier. Sofia a toujours dit que vous étiez spécial, différent des autres patrons que j'ai eus. Maintenant, je comprends pourquoi. Maria, dit Édouard en se levant enfin du banc des accusés. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez redonné quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours, la foi qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Le juge Caldwell frappa une dernière fois son marteau. Avant de lever cette séance, je voudrais consigner dans le procès-verbal que j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Une enfant de 7 ans a démontré plus de courage et d'intégrité que de nombreux professionnels expérimentés. Sofia Sanchez, vous avez un avenir brillant devant vous. Sofia rougit et se cacha derrière sa mère, soudainement timide au milieu des louanges. Mais Édouard pouvait voir l'étincelle de détermination dans ses yeux. Cette fillette serait spéciale, non seulement pour son intelligence exceptionnelle, mais pour le courage moral que peu d'adultes possédaient. Alors que la salle d'audience se vidait, Édouard resta assis, assimilant l'ampleur de ce qui s'était passé. En quelques heures, sa vie était passée du bord du gouffre à une réhabilitation complète, mais les cicatrices émotionnelles de la trahison resteraient longtemps. Sofia revint vers lui, ne portant que son petit enregistreur. « Tonton Eddie, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma petite. »« Est-ce que tu vas aller bien ? Je sais que tu es triste à cause de tonton Rob, mais parfois, les mauvaises personnes font de mauvaises choses, et ce n'est pas de notre faute si nous ne le remarquons pas. » Édouard sentit à nouveau ses yeux s'embuer. Comment une enfant pouvait-elle exprimer avec une telle simplicité des vérités qu'il avait du mal à accepter ? « Sofia, dit-il en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. Tu viens de m'apprendre quelque chose de très important. Merci de me rappeler que la bonté existe encore dans le monde. » La fillette sourit et serra impulsivement Édouard dans ses bras. « Tu seras toujours notre ami, pour toujours ? » « Pour toujours, promit Édouard, sentant qu'il pouvait enfin entrevoir un avenir au-delà de la douleur de la trahison. Mais alors qu'il serrait Sofia dans ses bras, une inquiétude grandit dans son esprit. Robert s'était enfui, mais les hommes comme lui abandonnent rarement facilement. Y avait-il d'autres complices dans la conspiration ? L'avocate corrompue n'était-elle que le début d'un réseau de corruption plus large ? Édouard regarda Maria et Sofia, désormais sa responsabilité morale et émotionnelle, et comprit que la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Robert avait peut-être fui, mais il avait laissé derrière lui une traînée de destruction qu'il fallait réparer, et Édouard était déterminé à protéger sa nouvelle famille de toute représaille qui pourrait survenir. 3 jours après le procès, Édouard parcourait les couloirs de son entreprise avec un étrange sentiment de dépaysement. Tout semblait identique, les mêmes murs, les mêmes meubles, les mêmes employés. Mais sa perception avait radicalement changé. Chaque recoin pouvait cacher une trahison, chaque sourire pouvait masquer un complot. Le bureau que Robert avait occupé pendant des décennies restait scellé par la police. Édouard passait devant plusieurs fois par jour, incapable d'éviter de regarder à travers le verre dépoli de la porte. À l'intérieur se trouvaient 45 ans d'une amitié qu'il découvrait maintenant avoir été à sens unique. « Monsieur Santana !» La voix de Sofia le tira de ses pensées mélancoliques. La fillette se tenait à côté de Maria, qui portait son matériel de nettoyage. Mais il y avait quelque chose de différent sur le visage de Sofia, une inquiétude qui ne correspondait pas à ses 7 ans. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite ? Tu as l'air agitée. » Sofia échangea un regard significatif avec sa mère avant de répondre. « Tonton Eddie, hier soir, un homme étrange s'est présenté chez nous. Il a dit qu'il était de la police, mais il n'a montré aucune pièce d'identité quand maman lui a demandé. » Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre d'homme ? Que voulait-il ? Maria s'approcha, son visage montrant la même inquiétude que sa fille. Il était grand, mince, portait des lunettes noires même s'il faisait nuit. Il a dit qu'il devait parler à Sofia de son témoignage au tribunal, qu'il y avait des incohérences à clarifier. Mais maman a été maligne, ajouta Sofia avec un sourire fier. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'en présence d'un avocat et au commissariat officiel. L'homme est devenu nerveux et est parti.
Édouard ressentit un mélange de fierté pour la vivacité d'esprit de Maria et une inquiétude croissante pour leur sécurité. Robert était en fuite, mais il n'avait clairement pas abandonné. Les hommes comme lui, habitués au pouvoir et au contrôle, n'acceptent pas facilement les défaites. Vous avez très bien fait toutes les deux, dit Édouard, essayant de garder sa voix calme pour ne pas alarmer davantage Sophia. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous prenions quelques précautions. Que diriez-vous de venir rester chez moi quelques jours ? Maria était visiblement mal à l'aise avec la suggestion. Monsieur Santana, nous ne voulons pas vous déranger. Nous avons déjà causé tant de problèmes. Maria, l'interrompit doucement Édouard. Après tout ce que vous avez fait pour moi, vous considérez comme un dérangement serait la plus grande des ingratitudes. Ma maison a suffisamment de chambres et honnêtement, je me sentirais plus en sécurité en vous sachant protégé. Sophia tira sur la manche de sa mère. Maman, tonton Eddie a une immense bibliothèque. Tu avais dit que je pourrais lire plus de livres sur les enquêteurs. Malgré la tension du moment, Édouard sourit. La soif de connaissance de Sophia était insatiable, et sa passion pour les mystères et les enquêtes s'était intensifiée après les événements du tribunal. En fait, dit Édouard, ayant une idée soudaine, Sophia, et si nous commencions notre propre enquête ? Tu as montré des talents de détective impressionnants. Peut-être que nous pourrons en savoir plus sur le réseau de Robert. Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'excitation. Vraiment, tonton Eddie ? Je peux aider à enquêter pour de vrai ? Bien sûr, mais à une condition, toujours sous la supervision d'un adulte et sans jamais vous mettre en danger. Cet après-midi-là, ils s'installèrent tous les trois dans la bibliothèque de la maison d'Édouard. La fillette était fascinée par le nombre de livres, en particulier une section entière dédiée aux biographies d'enquêteurs célèbres et aux affaires criminelles historiques. Édouard avait contacté un détective privé recommandé par la police, un ancien policier nommé Carlos Mendoza. L'homme de 50 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, arriva en fin d'après-midi pour discuter de l'affaire. Monsieur Santana, dit Mendoza en consultant ses notes, nous avons obtenu quelques informations sur votre ancien associé. Robert n'a pas agi seul. Il existe une organisation spécialisée dans l'acquisition d'entreprises par le biais du chantage et de fausses accusations contre les propriétaires. Édouard sentit son sang se glacer. Une organisation. Combien de personnes pouvaient être impliquées ? D'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent, au moins 10 personnes à différents postes. Des avocats corrompus, des enquêteurs privés sans scrupules, des fonctionnaires prêts à falsifier des documents. C'est un système sophistiqué. Sophia, qui faisait semblant de lire un livre mais qui était clairement attentive à la conversation, leva les yeux. Monsieur Mendoza, je peux poser une question ? L'enquêteur regarda la fillette avec curiosité. Bien sûr, Sophia, j'ai entendu parler de votre brillante performance au tribunal. S'ils font ça avec beaucoup d'entreprises, il doit y avoir un schéma, n'est-ce pas ? Une façon de choisir les victimes, un mode opératoire, peut-être même les mêmes types d'accusations. Mendoza fut impressionné par la question. Exactement. Nous enquêtons sur d'autres cas similaires des 5 dernières années, et vous avez raison. Il y a un schéma défini. Et si nous trouvons ce schéma, continua Sophia avec un enthousiasme croissant, nous pourrons prédire ce qu'ils feront ensuite, et peut-être trouver où se cache tonton Rob. Édouard regarda Sophia avec une admiration et une inquiétude grandissante. La fillette avait non seulement sauvé sa vie, mais continuait de démontrer une capacité d'analyse qui rivalisait avec les enquêteurs professionnels. Sophia a raison, dit Mendoza. En fait, je commence à croire que vous avez peut-être démantelé une opération bien plus vaste que nous l'imaginions au départ. Mais pendant qu'il parlait, Édouard ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient observés. Il regarda par la fenêtre de la bibliothèque et vit une ombre bouger entre les arbres du jardin. « Carlos, dit-il discrètement, je crois que nous avons de la compagnie. » L'enquêteur suivit le regard d'Édouard et se positionna immédiatement de manière protectrice. « Maria, Sophia, éloignez-vous des fenêtres. » Maintenant. Sophia, cependant, avait déjà remarqué le mouvement étrange. Tonton Eddie, c'est le même homme qui s'est présenté chez nous hier soir. La chasse avait commencé, et Édouard comprit que protéger sa nouvelle famille serait bien plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Robert et ses complices n'étaient pas prêts à abandonner facilement, et le courage de Sophia, qui les avait sauvés une fois, pouvait maintenant les mettre dans un danger encore plus grand. La découverte se produisit de manière totalement inattendue. Pendant que Carlos Mendoza vérifiait le périmètre de la maison et qu'Édouard installait des caméras de sécurité supplémentaires, Sophia jouait silencieusement dans la bibliothèque,
feuilletant les livres d'enquête qui la fascinaient tant. C'est alors qu'elle trouva quelque chose qui allait complètement changer le cours de toute l'enquête. Tonton Eddie. La voix de Sophia résonna dans la maison avec une urgence qui fit courir tout le monde à la bibliothèque. Je dois vous montrer quelque chose de très important. Édouard trouva la fillette à genoux sur le sol, entourée de documents qu'elle avait sortis de l'intérieur d'un vieux livre de criminologie. Ses yeux pétillaient d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Sophia, où as-tu trouvé ces papiers ?» demanda Édouard en s'agenouillant à côté d'elle. « Ils étaient cachés à l'intérieur de ce livre sur les enquêtes criminelles », expliqua Sophia en montrant un volume relié en cuir. Les pages étaient fausses. Il y avait un compartiment secret. Regardez ce qu'il y a dedans. Les documents étaient des photocopies de contrats, de correspondances et de notes manuscrites. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Édouard fut l'entête d'une des lettres, Opération Acquisition, phase bêta. Carlos Mendoza prit les documents et les examina attentivement. Son visage devint progressivement plus sérieux à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu » murmura-t-il finalement. « Sophia, vous venez de trouver le manuel d'opération de l'organisation criminelle. » Maria s'approcha, inquiète de l'agitation générale. « Quel genre de manuel ?»« Maman » dit Sophia en organisant les papiers par date. « Ce sont des instructions sur la façon dont ils choisissent les victimes, comment ils fabriquent les preuves et comment ils prennent le contrôle des entreprises. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. » Édouard prit le document que Sophia lui montrait. C'était une liste de noms, et son sang se glaça en reconnaissant plusieurs hommes d'affaires connus qui avaient mystérieusement fait faillite ces dernières années. « Ces hommes, » dit Édouard, la voix tremblante, « je les connaissais. Je pensais qu'ils avaient eu des problèmes financiers ou des scandales personnels. En réalité, ils ont été victimes de la même organisation. » Mais la plus grande surprise était encore à venir. Sophia avait séparé un document spécifique, une correspondance interne de l'organisation qui révélait quelque chose de choquant. « Tonton Eddie, » dit Sophia, sa voix montrant une maturité surprenante. Tonton Rob n'était pas le chef de cette opération. Il n'était qu'un employé. « Que voulez-vous dire ?» demanda Mendoza en prenant le document des mains de la fillette. Sophia pointa une signature au bas de la lettre. « Regardez qui signe en tant que coordinateur général de l'opération. » Édouard lut le nom et sentit le monde tourner autour de lui. La signature était celle de quelqu'un qu'il connaissait depuis encore plus longtemps que Robert, quelqu'un en qui il avait une confiance totale, le procureur de district Henry Albright. « C'est impossible, » murmura Édouard. « Henry est procureur depuis des décennies. Sa réputation est impeccable. »« Tonton Eddie, » dit doucement Sophia. « Parfois, les personnes qui semblent les plus dignes de confiance sont les plus dangereuses. Elles utilisent notre confiance contre nous. » Mendoza feuilletait frénétiquement les autres documents. « Le voici, » dit-il en trouvant ce qu'il cherchait. Une lettre d'Albright à Robert donnant des instructions spécifiques sur la façon de mener l'opération contre vous. Il savait tout depuis le début. La prise de conscience frappa Édouard comme un éclair. Le procureur n'avait pas été trompé par de fausses preuves, il avait aidé à les créer. Tout le processus judiciaire avait été une farce depuis le premier instant. « Mais alors, » dit Maria, assimilant l'information, « si le procureur est impliqué, comment savoir à qui nous pouvons faire confiance dans le système judiciaire ?» C'était la question que tout le monde craignait de poser. Si la justice elle-même était compromise, comment pouvait-il chercher protection ou réparation? Sophia se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin où ils avaient vu l'homme mystérieux. « Tonton Eddie, je crois que je sais pourquoi ils nous suivent. »« Pourquoi, ma petite ?»« Parce qu'ils ne savent pas que nous avons trouvé ces documents. Ils pensent que nous ne savons que pour Tonton Rob. Mais maintenant, nous connaissons toute l'organisation. » Édouard comprit immédiatement l'implication. Ils veulent nous faire taire pour protéger Robert, mais en réalité, ils protègent un réseau bien plus vaste. Exactement, confirma Sophia. Et si nous pouvons prouver que le procureur Albright est impliqué, toute l'organisation peut être dénoncée. Mendoza prenait des notes rapidement. Nous devons agir très prudemment. Si Albright est vraiment derrière tout ça, il a accès à des ressources juridiques qui peuvent être utilisées contre nous. Il faut que tout ait l'air de n'être qu'une enquête sur Robert. Comme une partie d'échecs, observa Sophia. On fait semblant de ne pas connaître le roi pendant qu'on capture les pions. Édouard regarda la fillette avec une admiration et une inquiétude croissantes.
Sophia était devenue la pièce maîtresse d'une enquête qui pouvait faire tomber un réseau de corruption s'étendant jusqu'aux plus hauts échelons du système judiciaire. Ma chère Sophia, dit-il sérieusement, comprends-tu que nous avons maintenant affaire à des gens bien plus dangereux que Robert? La fillette hocha la tête, ses yeux montrant une détermination qui transcendait son âge. Oui, tonton Eddie. Mais je comprends aussi que si nous ne faisons rien, ils continueront à faire du mal à d'autres familles comme ils ont failli faire du mal à la nôtre. À ce moment, Edward réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Il n'avait plus affaire à la trahison d'un associé cupide, mais à une organisation criminelle sophistiquée qui avait infiltré le système même de la justice. Et au centre de cette bataille se trouvait une fillette de 7 ans qui était devenue involontairement la plus grande menace que cette organisation ait jamais affrontée. Dehors, caché parmi les arbres, l'homme mystérieux parlait à voix basse dans son téléphone. « Nous avons un problème plus grave que prévu. L'enfant a trouvé les documents de la phase bêta. » La réponse à l'autre bout du fil fut cinglante. Alors il est peut-être temps de mettre en œuvre la phase finale. Le lendemain matin apporta un calme trompeur qui rendit Edward encore plus agité. Il avait installé un système de sécurité sophistiqué pendant la nuit, mais il savait qu'il avait affaire à des adversaires qui disposaient de ressources et de relations qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Sophia s'était réveillée avant tout le monde et était dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner tout en étudiant les documents trouvés dans le livre. Edward était impressionné par la méthodologie qu'elle avait développée, elle avait tout organisé par ordre chronologique et créé un diagramme reliant les différentes opérations. « Bonjour, petite détective », dit Edward en se versant un café. « Tu as trouvé quelque chose de nouveau ?» Sophia leva les yeux de ses notes, et Edward remarqua des cernes sous ses yeux. La fillette avait peu dormi, clairement inquiète des implications de sa découverte. « Tonton Eddie, je crois que je comprends comment ils choisissent leurs victimes. » Sophia montra une liste qu'elle avait compilée. Tous les hommes d'affaires attaqués avaient 3 choses en commun. Ils étaient très généreux avec leurs employés, n'avaient pas de famille proche pour les défendre, et avaient des associés de longue date en qui ils avaient une confiance totale. Edward sentit un frisson. La description correspondait parfaitement à son profil. Ils étudient donc leurs victimes pendant des années avant de frapper. Exactement. Et il y a une autre chose préoccupante. Sophia pointa quelques notes manuscrites dans les marges des documents. Ils appellent les gens comme vous des cibles idéales parce que votre gentillesse peut être facilement retournée comme une preuve contre vous. Maria entra dans la cuisine à ce moment-là, portant un petit sac. Son visage montrait une détermination qu'Edward n'avait pas encore vue. « Monsieur Santana, dit-elle fermement, je dois vous dire quelque chose d'important. Hier soir, après que Sophia se soit endormie, j'ai continué à penser à tout cela, et je suis arrivé à une conclusion. » Edward réalisa par la gravité de son ton que Maria avait pris une décision importante. « Qu'est-ce que c'est, Maria? Nous ne pouvons pas fuir éternellement, et nous ne pouvons pas laisser ces gens continuer à détruire des familles. » Maria s'assit à côté de sa fille. « Sophia et moi voulons aider à mettre fin à cette organisation une fois pour toutes. »« Maria, c'est très dangereux. Vous en avez déjà fait plus qu'assez. »« Non, tonton Eddie, » l'interrompit Sophia. « Maman a raison. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, ils continueront à faire du mal à d'autres personnes. Et j'ai une idée de comment nous pouvons le faire. » Edward regarda la mère et la fille, voyant en elle une détermination qui lui rappelait sa propre jeunesse, quand il croyait qu'une seule personne pouvait faire la différence dans le monde. « Quelle est ton idée, Sophia ?» La fillette ouvrit son carnet à une page pleine de diagrammes et de flèches. « Nous pouvons utiliser l'organisation contre elle-même. Faire semblant d'être plus naïfs que nous ne le sommes réellement et leur laisser croire qu'ils nous contrôlent. » Carlos Mendoza arriva à ce moment-là, apportant des nouvelles qui allaient compliquer encore plus la situation. « Edward, nous avons des problèmes. Pendant la nuit, quelqu'un s'est introduit dans votre bureau à l'entreprise et a volé plusieurs documents importants. »« Quel genre de documents ?» demanda Edward, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « Des contrats, des procurations, des registres financiers. Tout ce que Robert pourrait utiliser pour prendre le contrôle légal de l'entreprise en votre absence. » Sophia se leva rapidement. « Monsieur Mendoza, ils ont volé les papiers parce qu'ils vont essayer une nouvelle stratégie. S'ils ne peuvent pas incriminer tonton Eddie, ils vont essayer de prendre le contrôle de l'entreprise d'une autre manière. » « Que veux-tu dire, Sophia ? » ?»« C'est simple. Ils vont falsifier des documents montrant que tonton Eddie était mentalement incapable lorsqu'il m'a laissé le défendre au tribunal.
Ils vont utiliser cela pour annuler toutes les décisions commerciales récentes et donner à tonton Rob le pouvoir légal de tout gérer. Édouard sentit son sang se glacer. L'analyse de Sophia avait un sens parfait. Cela signifie que même en étant innocent, je pourrais tout perdre. Pas si nous agissons en premier, dit Sophia avec détermination. Tonton Eddie, me faites-vous entièrement confiance? Pourquoi? Sophia échangea un regard significatif avec sa mère. Parce que j'ai un plan qui peut dénoncer toute l'organisation. Mais il faudra que vous fassiez semblant d'être vaincu et que vous me laissiez donner l'impression que je les aide. Maria prit la main de sa fille. Sophia, c'est trop dangereux pour un enfant. Maman, je ne suis pas un enfant normal, et les gens normaux ne peuvent pas arrêter les mauvaises personnes. Sophia regarda Édouard avec des yeux qui montraient une sagesse au-delà de son âge. Tonton Eddie, si je peux amener Albright à tout avouer, enregistrer, pensez-vous que ce serait suffisant pour faire tomber l'organisation? Édouard comprit que Sophia se proposait de se mettre en danger direct pour protéger tout le monde. Sophia, je ne peux pas te permettre de risquer ta vie comme ça. Vous m'avez déjà appris, tonton Eddie, dit doucement Sophia, que parfois, nous devons être courageux pour protéger les gens que nous aimons. Maintenant, c'est à mon tour de protéger notre famille. Le mot famille frappa Édouard comme un éclair. C'est ce qu'ils étaient devenus pour lui. Non seulement des personnes qu'il protégeait, mais des personnes qui le protégeaient en retour. Une famille bâtie non sur le sang, mais sur l'amour mutuel, la confiance et le courage. Mendoza étudia le visage de Sophia avec une admiration croissante. Quel genre de plan avez-vous en tête? Sophia sourit, et pour la première fois depuis la découverte des documents, Édouard vit l'enfant de 7 ans derrière l'esprit brillant. Je vais faire semblant de vouloir aider le procureur Albright parce que je suis en colère contre tonton Eddie pour nous avoir mis en danger, maman et moi. Les enfants font ça parfois quand ils ont peur. Ils se retournent contre les gens qu'ils aiment. Et comment cela dénoncerait-il Albright? Demanda Édouard. Parce qu'il voudra utiliser ma trahison pour légitimer les nouvelles accusations contre vous. Et quand il se vantera de son intelligence, j'enregistrerai tout. Édouard regarda Sophia, puis Maria, puis Mendoza. Ils semblaient tous comprendre qu'ils avaient atteint un point crucial. Ils pouvaient continuer à fuir et à se cacher, ou ils pouvaient prendre une dernière position contre une organisation qui avait détruit d'innombrables vies. Sophia, dit finalement Édouard, si nous devons faire cela, nous avons besoin d'un plan parfait. Une seule erreur et nous perdons tout. Sophia hocha sérieusement la tête. Alors nous ferions mieux de commencer à planifier, car je parie qu'ils planifient déjà leur prochain coup. Comme si le destin écoutait ses paroles, le téléphone d'Édouard sonna. C'était un numéro inconnu. Allô, Édouard, dit une voix familière, lui glaçant le sang. C'était le procureur Henry Albright. Nous devons parler. Il semble que votre jeune amie ait trouvé des documents qu'elle n'aurait pas dû. Édouard mit le téléphone sur haut-parleur, permettant à tout le monde d'entendre la conversation. La voix du procureur Albright semblait calme et contrôlée, mais il y avait une froideur sous-jacente qui rappela à Édouard comment il avait été manipulé tout au long du processus judiciaire. Procureur Albright, dit Édouard, essayant de garder sa voix neutre. Comment avez-vous obtenu mon numéro privé? Édouard, croyez-vous vraiment que nous manquons de ressources pour obtenir des informations de base? Le rire du procureur était glaçant. Mais je n'ai pas appelé pour vous menacer. Au contraire, je veux vous proposer un accord qui profitera à tout le monde. Sophia fit un geste à Édouard, indiquant qu'elle voulait parler. Édouard hésita un instant, puis hocha la tête. Procureur Albright, dit Sophia d'une voix apparemment timide, très différente de la détermination qu'elle avait montrée quelques minutes plus tôt. C'est Sophia. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, ma chère. Comment te sens-tu après toute cette confusion? J'ai peur, répondit Sophia, et Édouard fut impressionné par son talent d'actrice. Maman et moi nous cachons chez tonton Eddie, mais il dit des choses étranges sur le fait de fuir le pays. Je crois qu'il est devenu fou. Édouard déglutit difficilement. Sophia mettait en œuvre son plan risqué sans préavis. Quel genre de choses étranges, Sophia? La voix d'Albright montrait un intérêt croissant. Il n'arrête pas de faire les 100 pas dans la maison, de parler tout seul de complots et de gens qui essaient de la voir. Et hier, il a crié sur maman quand elle a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Sophia fit une pause convaincante. Procureur Albright, pensez-vous que tonton Eddie pourrait vraiment devenir fou? Maria regarda sa fille avec un mélange de fierté et de terreur. Le jeu de Sophia était si convaincant que pendant un instant, elle-même faillit y croire.
Sophia, dit Albright d'une voix paternelle, il est possible que le stress du procès ait affecté l'esprit de Monsieur Santana. Parfois, les gens qui traversent des situations très difficiles développent de la paranoïa et des comportements erratiques. C'est ça, s'exclama Sophia avec un enthousiasme fin. La paranoïa. Il n'arrête pas de dire que quelqu'un essaie de lui voler son entreprise et que même vous êtes impliqué. C'est fou, n'est-ce pas? Edward vit Mendoza prendre des notes rapidement, enregistrant chaque mot de la conversation qui pourrait être utilisé comme preuve plus tard. Très fou, acquiesça Albright, et Edward pouvait pratiquement entendre le sourire malicieux dans sa voix. Sophia, vous et votre mère avez besoin de protection. Que diriez-vous de venir me parler à mon bureau? Je peux vous expliquer quelques options légales pour garantir votre sécurité. Puis-je apporter les papiers avec lesquels il n'arrête pas de jouer tout le temps? Il dit qu'ils sont super importants, mais pour moi, ça ressemble juste à des gribouillis. Edward sentit son cœur s'emballer. Sophia offrait les documents comme appât. Quel genre de papier, ma chère? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de trucs écrits à la main, certains avec les noms d'autres personnes, des adresses. Il n'arrête pas de dire que ce sont des preuves de quelque chose. Mais quand je lui demande des preuves de quoi, il se met à crier. Ce serait très utile si vous apportiez ces papiers, Sophia. Je peux les analyser et déterminer s'ils représentent un danger pour vous et votre mère. Sophia regarda Edward, qui hocha gravement la tête. Le plan fonctionnait. Albright mordait à l'hameçon. D'accord, procureur Albright, mais il y a un problème. Tonton Eddie ne veut pas que maman et moi sortions de la maison. Il a fermé toutes les portes à clé et a dit que c'était dangereux. C'est préoccupant. Cela montre qu'il perd vraiment contact avec la réalité. Albright fit une pause, calculant. Sophia, penses-tu que tu pourrais sortir de la maison sans qu'il s'en aperçoive, juste pour une petite discussion rapide? Je pense que oui. Il dort beaucoup pendant la journée maintenant. Il n'arrête pas de prendre des pilules bizarres. Edward admira la capacité de Sophia à créer des détails convaincants qui peignaient un tableau d'instabilité mentale. Parfait. Que diriez-vous de cet après-midi à 15 h? Mon bureau est en centre-ville. Savez-vous où c'est? Oui, je sais. Maman et moi pouvons prendre un taxi. Sophia fit une pause, comme si elle hésitait. Procureur Albright, promettez-vous de nous protéger, maman et moi? J'ai peur de ce que tonton Eddie pourrait faire s'il découvre que nous sommes partis. Je le promets, ma chère. En fait, je peux organiser une protection policière permanente pour vous, des hommes armés qui garantiront qu'Edward ne pourra plus jamais vous faire de mal. Edward sentit un frisson. Albright révélait ses véritables intentions. Pas la protection, mais le contrôle total sur Sophia et Maria. Merci beaucoup, procureur Albright. Je vais convaincre maman de venir avec moi. À bientôt. Sophia raccrocha le téléphone et son expression changea immédiatement pour un sérieux impressionnant. Nous l'avons eu, dit-elle simplement. Sophia, c'était incroyable, dit Mendoza avec admiration. Mais comprends-tu le risque que tu vas prendre? Albright est extrêmement dangereux. Je sais, répondit Sophia. Mais maintenant, il pense que je suis une enfant naïve qui peut être manipulée. Et quand les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, ils font des erreurs. Maria serra sa fille dans une étreinte forte. Ma petite, je suis si fière de toi, mais aussi si effrayée. Maman, souviens-toi de ce que tu me dis toujours? Que parfois, nous devons faire des choses qui nous font peur si nous voulons protéger les gens que nous aimons. Edward regarda l'interaction entre la mère et la fille, ressentant une profonde émotion. Sophia était prête à se mettre en danger extrême pour protéger sa nouvelle famille, montrant un courage que peu d'adultes possédaient. Très bien, dit finalement Edward. Faisons-le. Mais avec toutes les précautions possibles. Mendoza, combien d'hommes de confiance avez-vous de disponibles? 5 enquêteurs qui ont travaillé avec moi dans la police. Tous fiables. Sophia, dit Edward en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. Je vais t'équiper d'un dispositif de suivi et d'un émetteur audio. Si quelque chose tourne mal, nous écouterons tout et nous saurons exactement où tu es. Sophia hocha sérieusement la tête. Et vous serez proche, n'est-ce pas? Caché, mais proche. À 2 pâtés de maison au maximum, avec de l'équipement pour entrer dans le bâtiment en moins de 3 minutes si nécessaire. Alors faisons-le, dit Sophia avec détermination. Mettons fin à cette organisation une fois pour toutes.
Mais alors qu'ils se préparaient tous pour l'opération la plus risquée de leur vie, aucun d'entre eux n'imaginait que le procureur Albright avait déjà anticipé la possibilité d'être enregistré et avait préparé un piège encore plus élaboré que quiconque aurait pu l'imaginer. Les 2 heures suivantes furent les plus tendues de la vie d'Edward. La maison s'était transformée en un centre d'opération improvisé, Mendoza coordonnant ses hommes tandis que Sofia était équipée de dispositifs de surveillance déguisés. L'émetteur audio était minuscule, de la taille d'un bouton, et fut discrètement cousu dans le col de la robe de Sofia. Le traceur GPS fut placé dans le talon de sa chaussure droite, invisible mais capable de transmettre sa position exacte. Sofia, dit Mendoza en testant l'équipement pour la 3e fois. Souviens-toi, fais durer les conversations. Plus Albright parle, plus nous aurons de preuves. Et s'il dit quoi que ce soit qui te met en danger, dis la phrase « J'ai besoin d'appeler ma tante Carole ». C'est le signal pour que nous entrions immédiatement dans le bâtiment. Sofia hocha la tête, mais Edward pouvait voir la tension dans ses petites épaules. Aussi mature qu'elle soit, elle restait une enfant sur le point d'affronter un prédateur expérimenté. « Ma petite, dit Edward en s'agenouillant devant elle. Tu n'es pas obligée de faire ça. Nous pouvons trouver un autre moyen. Tonton Eddie, l'interrompit doucement Sofia. Combien de familles cette organisation a-t-elle détruites ? Edward consulta les documents trouvés. D'après ce que nous savons, au moins 15 au cours des 5 dernières années. Et combien d'autres détruiront-ils si nous ne les arrêtons pas ? Edward comprit que Sofia avait pris sa décision sur la base de principes moraux solides, et non d'une impulsion enfantine. Tu as raison. Mais promets-moi d'être extrêmement prudente. Je le promets. Sofia serra fort Edward dans ses bras. Et promets-moi de prendre soin de maman s'il m'arrive quelque chose. Maria, qui était restée silencieuse pendant les préparatifs, s'approcha rapidement. Sofia Sanchez, je ne veux plus entendre ce genre de discours. Tu vas entrer dans ce bureau, tu vas obtenir l'aveu dont nous avons besoin, et tu vas rentrer à la maison saine et sauve. Compris ? Sofia sourit pour la première fois de la journée. Oui, maman. Désolé. À 14h45, un taxi s'arrêta devant la maison. Sofia et Maria montèrent à bord, emportant un dossier contenant des copies sélectionnées des documents trouvés, des copies que Mendoza avait soigneusement préparées, omettant les informations les plus sensibles. Edward et Mendoza suivirent dans une voiture séparée, gardant une distance de sécurité. 3 autres véhicules avec les enquêteurs de Mendoza se dispersèrent stratégiquement le long du trajet, créant un filet de protection invisible. Edward, dit Mendoza en conduisant, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu restes calme. Sofia est plus intelligente et plus courageuse que beaucoup d'agents que j'ai connus. Elle réussira. Edward regardait le point rouge sur le dispositif de suivi, marquant l'emplacement de Sofia. Carlos, et si nous sous-estimions Albright ? Et s'il découvrait que Sofia enregistre ? C'est pourquoi nous avons un plan B et un plan C. Mendoza montra un immeuble commercial près du bureau d'Albright. Et nous avons des tireurs d'élite en position. Si quelque chose tourne mal, nous pouvons créer une diversion qui nous permettra d'entrer. L'immeuble où se trouvait le bureau du procureur Albright était impressionnant, 20 étages de verre et d'acier représentant le pouvoir et le succès. Sofia et Maria entrèrent par le hall principal et Edward put les voir brièvement à travers les caméras de sécurité que Mendoza avait piratées. L'audio arrive, annonça l'un des enquêteurs par radio. La voix de Sofia résonna clairement dans le système de communication. Maman, tu es sûre que c'est ici ? Ça a l'air trop chic pour un procureur. C'est bien ici, ma chérie. 15e étage. Edward sentit son cœur s'emballer alors que l'ascenseur commençait à monter. Chaque étage semblait une éternité. Nous y sommes, murmura Sofia, et Edward imagina sa fille adoptive prendre une profonde inspiration pour se préparer à la performance de sa vie. La porte du bureau s'ouvrit, et la voix inimitable du procureur Albright emplit le système audio. Sofia, Maria, si heureux que vous ayez pu venir. Entrez, je vous en prie. Waouh, dit Sofia avec une admiration feinte. Votre bureau est immense, procureur Albright. Merci, ma chère. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Puis-je vous offrir quelque chose ? Du jus, un soda ? Je peux avoir un jus d'orange ? demanda Sofia, et Edward comprit qu'elle gagnait du temps pour analyser l'environnement. Bien sûr. Et vous, Maria ? De l'eau, s'il vous plaît. Edward entendit le bruit de pas et le tintement des verres préparés. Albright jouait l'hôte parfait, créant une atmosphère de confiance avant de révéler ses véritables intentions.
Alors Sophia, dit Albright après quelques minutes, parlez-moi davantage du comportement étrange de Monsieur Santana. Je suis inquiet pour vous aussi. Procureur Albright, il est vraiment bizarre. La nuit dernière, il a passé toute la nuit à faire les 100 pas dans la maison en parlant tout seul de gens qui essaient de la voir. Et a-t-il mentionné des noms spécifiques? Edward remarqua comment Albright dirigeait les questions, cherchant à savoir ce qu'il savait réellement. Oui, il a parlé de Tonton Rob, ce qui est logique, n'est-ce pas? Mais il a aussi parlé de vous. Et c'est fou, parce que vous êtes un procureur. Très étrange, en effet. Et ces documents que vous avez mentionnés? J'en ai apporté quelques-uns, dit Sophia, et Edward entendit le bruissement des papiers. Il y en a plus, mais je n'y comprends rien. On dirait des gribouillis de fou. Il y eut une longue pause pendant laquelle Edward imagina Albright examinant attentivement les documents soigneusement préparés. Sophia, dit finalement Albright, sa voix changeant subtilement de ton. Ces documents sont très intéressants. Ils montrent qu'Edward a découvert plus que ce que nous imaginions. Edward sentit son sang se glacer. Albright avait laissé tomber la comédie. Que voulez-vous dire, procureur Albright? Demanda Sophia, maintenant son innocence feinte. Arrête la comédie, ma petite, dit froidement Albright. Tu es trop intelligente pour continuer à faire semblant d'être naïve. Le silence qui suivit fit qu'Edward agrippa la radio. Case. Silence, murmura Mendoza. Voyons comment Sophia réagit. La voix de Sophia, quand elle se fit enfin entendre, surprit tout le monde. Vous avez raison, procureur Albright. Je savais que vous étiez trop intelligent pour croire à ma comédie. Mais vous êtes aussi trop intelligent pour me faire du mal ici, dans votre propre bureau, avec ma mère présente, en plein milieu de l'après-midi. Edward fut impressionné par le calme de Sophia face au danger exposé. Tu as raison, enfant. Je ne te ferai pas de mal. Au contraire, je vais te faire une offre qui changera vos vies pour toujours. Quel genre d'offre? Le procureur Albright se dirigea vers son bureau de direction, ses pas résonnant dans le bureau silencieux. Edward pouvait entendre chaque mouvement à travers l'émetteur, imaginant Sophia assise dans le fauteuil surdimensionné, face à l'un des hommes les plus dangereux qu'il ait jamais connus. Sophia, dit Albright d'une voix calculée et douce, tu es extraordinaire. À 7 ans, tu as réussi à démanteler un système qui m'a pris des années à construire. C'est un talent rare. Merci, je suppose, répondit Sophia avec prudence. Je veux que tu travailles pour moi. Le silence qui suivit fut si dense qu'Edward pouvait entendre son propre cœur battre. À côté de lui, Mendoza ajusta l'équipement audio pour s'assurer qu'il n'avait pas manqué un mot. Que voulez-vous dire par « travailler pour vous » demanda finalement Sophia. Pense Y, enfant. Tu as un don pour l'enquête, pour l'analyse, pour découvrir les secrets. Avec une formation appropriée, tu pourrais devenir la meilleure détective privée du pays. Je peux t'offrir une éducation de première qualité, des universités à l'étranger, un avenir brillant. Maria intervint pour la première fois. Procureur Albright, ma fille a 7 ans. Quel genre d'offre est-ce là? Une offre qui changera vos deux destins pour toujours, Maria. La voix d'Albright prit un ton plus dur. Vous travaillez comme femme de ménage, gagnant presque rien. Sophia fréquente une école publique sans les ressources pour développer son talent exceptionnel. Je peux changer cela. Edward sentit la colère monter en lui. Albright utilisait la vulnérabilité financière de Maria pour manipuler la situation. Et en retour, demanda Sophia avec une maturité impressionnante. En retour, tu oublies tout ce que tu as découvert sur mon organisation. Les documents disparaissent, les enregistrements sont détruits, et Edward Santana subit un accident très commode. Edward sentit son sang se glacer. Mendoza, il menace directement ma vie. Calme-toi, murmura Mendoza. Sophia est en train d'obtenir un aveu complet. Quel genre d'accident? Demanda Sophia, sa voix ne trahissant qu'une légère tension. Les accidents arrivent, ma chère. Surtout avec les hommes plus âgés qui développent des problèmes mentaux et commencent à conduire de manière imprudente. Edward comprit qu'Albright prévoyait de l'assassiner et de déguiser cela en accident de la route causé par une instabilité mentale. Et si je dis non? Le rire d'Albright était glaçant. Sophia, tu es intelligente. Tu sais que ce n'est pas vraiment une option. Mon organisation a des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Je peux vous faire disparaître complètement. Nouvelles identités, nouvelle vie dans un autre pays. Ou je peux vous faire disparaître d'une manière beaucoup moins agréable.
Maria émit un son étouffé, clairement terrifiée par la menace implicite. Procureur Albright, dit calmement Sophia. Puis-je poser une question sur votre organisation? Bien sûr. Combien de familles avez-vous détruites ces dernières années? Nous ne les avons pas détruites, Sophia. Nous les avons réorganisées. Nous avons pris des entreprises à des hommes faibles et inefficaces et les avons mises entre les mains de personnes plus compétentes. Comme tonton Rob? Robert n'était qu'un employé. Tout comme tous les autres associés que nous avons utilisés. La vraie compétence est ici, dans ce bureau. Édouard entendit le bruit de tiroirs s'ouvrant. Tu veux voir comment ça fonctionne vraiment, Sophia? La voix d'Albright montrait une fierté perverse. Voici les dossiers de toutes nos opérations. 15 entreprises acquises, une valeur nette totale de plus de 50 millions de dollars. 50 millions? Sophia semblait impressionnée. Comment cachez-vous autant d'argent? Par des sociétés écrans, des comptes offshore, des investissements dans des paradis fiscaux. J'ai des avocats, des juges et des procureurs dans 3 États qui travaillent pour moi. Édouard pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Albright avouait des crimes qui pourraient lui valoir des décennies de prison. Et personne ne s'est jamais douté de rien? Qui se douterait d'un procureur respecté? J'utilise ma position pour étouffer toute enquête avant qu'elle ne commence. Quand quelqu'un essaie d'enquêter sur moi, je crée simplement des preuves de corruption contre lui. C'est très malin, dit Sophia avec une admiration feinte. Mais et si quelqu'un enregistrait cette conversation? Édouard sentit son cœur s'arrêter. Sophia, tu me prends vraiment pour un idiot? La voix d'Albright changea complètement, devenant menaçante. Ce bureau est équipé de détecteurs d'appareils électroniques. Je sais exactement où se trouve l'émetteur cousu dans ton col et le traceur dans ta chaussure. Édouard, cria Mendoza dans la voiture. Il savait depuis le début. La voix d'Albright continua sur l'audio. Et je sais qu'Édouard et ses petits amis écoutent chaque mot de cette conversation. Bonjour, Édouard. Tu attends dehors comme un idiot pendant que ta petite protégée tombe dans un piège. Édouard attrapa la radio. Toutes les voitures, entrée immédiate. Sophia est en danger extrême. Pas si vite, dit Albright sur l'émetteur. Si l'un de vous tente d'entrer dans ce bâtiment, Sophia et Maria n'en sortiront jamais vivantes. J'ai 12 hommes armés positionnés stratégiquement. Édouard regarda le bâtiment, se sentant complètement impuissant. Que veux-tu, Albright? Je veux que tu viennes ici. Seul, Édouard. Sans armes, sans dispositif d'enregistrement, sans renfort. Viens te rendre, et peut-être que j'épargnerai la vie de la fillette et de sa mère. Sophia parla pour la première fois depuis plusieurs minutes. Tonton Eddie, ne viens pas. C'est un piège. Silence, enfant, gronda Albright. Édouard regarda Mendoza, voyant dans ses yeux la même terrible compréhension. Ils avaient été complètement déjoués par un adversaire qui avait anticipé chacun de leurs mouvements. Tu as 5 minutes pour décider, Édouard, continua Albright. Ta vie contre les leurs. Ça semble un échange équitable, considérant qu'elles sont dans cette situation à cause de toi. Édouard ferma les yeux, sachant qu'il n'y avait qu'un seul choix possible. Sophia et Maria avaient tout risqué pour le sauver. C'était à son tour de rendre le sacrifice. J'y vais, dit-il dans la radio. Édouard, non, cria Mendoza. C'est un suicide. Carlos, prends soin d'elle. Quoi qu'il m'arrive, assure-toi que Sophia et Maria soient en sécurité. Édouard sortit de la voiture et commença à marcher vers le bâtiment, chaque pas le rapprochant de ce qu'il savait être son destin final. Mais au moins, Sophia et Maria auraient une chance de survivre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophia avait préparé une dernière carte maîtresse, quelque chose que même les détecteurs électroniques d'Albright ne pouvaient pas découvrir. Édouard traversa le hall de l'immeuble d'un pas lourd, chaque mouvement le rapprochant de ce qu'il croyait être sa fin. Les gardes de sécurité d'Albright l'escortèrent en silence jusqu'à l'ascenseur, le fouillant minutieusement avant de lui permettre de monter. Ils trouvèrent et confisquèrent son téléphone portable, mais il n'y avait rien d'autre à trouver. Au 15e étage, la porte du bureau s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Le procureur Albright était là, souriant avec la satisfaction d'un prédateur qui a enfin capturé sa proie. « Édouard, mon vieil ami, » dit Albright avec une fausse cordialité. « Entrez, je vous en prie. Sophia et Maria sont impatients de vous voir. » Édouard entra dans le bureau, et son cœur se brisa en voyant Sophia et Maria assises sur le canapé, entourées de 2 hommes armés. Sophia semblait plus petite que jamais, mais ses yeux montraient une détermination qui le surprit.
Tonton Eddie, dit-elle calmement, je suis tellement désolée de vous avoir mis dans cette situation. Sophia, rien de tout cela n'est de ta faute, répondit Édouard, essayant de transmettre de la force par sa voix. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Albright se dirigea vers son bureau, savourant clairement le moment. Quelle réunion touchante. Édouard, asseyez-vous. Nous avons quelques affaires à régler avant le dénouement final. Édouard resta debout. Que veux-tu, Albright? D'abord, je veux que tu signes ces documents transférant toutes tes entreprises et tes biens à une organisation caritative que, par coïncidence, je gère. Et ensuite? Ensuite, tu auras un accident tragique. Un homme d'affaires déprimé, tourmenté par de fausses accusations, décide de mettre fin à ses propres souffrances. Édouard regarda Sophia, qui semblait étudier quelque chose dans ses mains. C'était son carnet coloré, qu'elle avait réussi à garder avec elle. Procureur Albright, dit soudain Sophia. Puis-je poser une dernière question avant que vous ne fassiez du mal à tonton Eddie? Bien sûr, enfant. Considère cela comme une courtoisie professionnelle. Sophia feuilleta quelques pages de son carnet. Vous avez dit que vous aviez des juges et des procureurs qui travaillaient pour vous dans 3 États. Quels sont leurs noms? Albright rit. Sophia, tu penses encore pouvoir recueillir des preuves? Tous tes appareils ont été neutralisés. Je sais, dit simplement Sophia. Je suis juste curieuse. Édouard regardait Sophia, essayant de comprendre son plan. La fillette semblait étrangement calme pour quelqu'un en danger de mort. Pourquoi pas, dit Albright avec arrogance. Vous allez mourir de toute façon. Le juge Marcus Thorne en Californie, la procureure Elena Vance au Texas, le juge Paul Rodriguez ici même. Sophia écrivait soigneusement dans son carnet. Et les avocats? Maître Robert Perdu, Maître Christina Sanchez, Maître John Miller. Albright énumérait les noms avec une fierté perverse, clairement satisfait de démontrer l'étendue de son réseau de corruption. Édouard ne comprenait pas pourquoi Sophia collectait des informations qui allaient mourir avec eux. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange pendant qu'elle écrivait. Sophia appuyait très fort sur le crayon, comme si elle essayait de graver les mots à travers plusieurs pages. Et les comptes bancaires offshore? Demanda innocemment Sophia. Banque centrale des îles Caïmans, compte numéro 4 472 891. Banque internationale suisse, compte 7 738 924. Albright récita les numéros comme s'il lisait une liste de courses. Soudain, Édouard comprit ce que Sophia faisait. Elle n'écrivait pas seulement, elle créait une empreinte des informations sur les pages inférieures du carnet. Même s'il détruisait la page visible, l'information resterait gravée sur les feuilles du dessous. Assez de questions, dit Albright avec impatience. Édouard, signe les documents. Jamais. Alors peut-être avons-nous besoin d'une motivation supplémentaire. Albright fit un geste à l'un de ses hommes, qui pointa son arme directement sur Maria. Non, cria Édouard. Laissez-les tranquilles. Signe les papiers, et elle vivra. Édouard regarda Sophia, qui fit un signe de tête presque imperceptible. Elle voulait qu'il signe. Mais pourquoi? Les mains tremblantes, Édouard prit le stylo et commença à signer les documents. Chaque signature était comme un poignard dans son âme, mais si cela pouvait donner à Sophia et Maria quelques minutes de vie supplémentaires, cela valait n'importe quel sacrifice. Excellent, dit Albright quand Édouard eut terminé. Maintenant, la dernière partie de notre réunion. Albright ouvrit un tiroir et en sortit un pistolet. Édouard, tu vas te suicider avec cette arme. Une balle dans la tête, rapide et efficace. Et si je refuse? Alors tu regarderas Sophia et Maria mourir lentement avant toi. Édouard regarda les 2 personnes qui étaient devenues sa véritable famille. Procureur Albright, puis-je les serrer dans mes bras une dernière fois? Comme tu veux, mais fais vite. Édouard se dirigea vers le canapé et serra Maria dans ses bras, lui chuchotant à l'oreille, « Pardonne-moi pour tout ça. » Puis il se tourna vers Sophia. L'étreinte de la fillette fut étonnamment forte. Et quand ses lèvres furent près de l'oreille d'Édouard, elle murmura quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Le carnet est connecté au portable de tonton Carlos par Bluetooth. Il entend tout. Édouard faillit perdre le contrôle. Sophia avait trouvé un moyen de maintenir la communication active, même avec tous les détecteurs électroniques d'Albright. Son intelligence avait surpassé la technologie d'Albright. « Tonton Eddie, dit Sophia à voix haute. Avant que tu ne meures, je veux que tu saches que je t'aime comme un vrai père.
Je t'aime aussi, ma petite, répondit Édouard, comprenant qu'elle gagnait du temps pour que Mendoza agisse. Assez de sentimentalité, gronda Albright. Édouard, prends l'arme. Édouard tendit lentement la main vers le pistolet, gagnant chaque précieuse seconde. Procureur Albright, puis-je poser une dernière question? Quoi? Comment avez-vous réussi à corrompre autant de fonctionnaires de justice? Simple. Tout le monde a un prix. Certains acceptent de l'argent, d'autres préfèrent le chantage. Découvrir les faiblesses des gens est ma spécialité. À cet instant précis, les lumières du bâtiment s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité totale qui suivit, Édouard entendit le bruit de vitres brisées, des ordres criés et le son de personnes envahissant le bureau. Agents fédéraux, personne ne bouge. De puissantes lampes de poche illuminèrent le bureau, révélant des agents lourdement armés pointant leurs armes sur Albright et ses hommes. En quelques secondes, tous les criminels furent désarmés et menottés. Comment? Balbutia Albright, complètement abasourdi. Carlos Mendoza entra dans le bureau, tenant une tablette qui montrait l'enregistrement complet des aveux d'Albright. Procureur Henry Albright, vous êtes en état d'arrestation pour racket, blanchiment d'argent, corruption, extorsion et tentative de meurtre. Édouard regarda Sophia, qui sourit timidement malgré les larmes dans ses yeux. Comment as-tu réussi à maintenir la communication active? Tu te souviens du livre avec le compartiment secret? J'ai démonté l'un des anciens émetteurs et j'ai caché les pièces dans mon carnet. Quand j'ai appuyé fort en écrivant, ça a activé le système d'urgence qui s'est connecté directement au portable de tonton Carlos. Édouard s'agenouilla et serra Sophia fort dans ses bras. Tu nous as encore sauvé la vie. On s'est sauvés les uns les autres, corrigea Sophia. C'est ce que font les familles. 3 semaines après l'arrestation du procureur Albright, Édouard parcourait les couloirs du palais de justice, accompagné de Sophia et Maria. Cette fois, cependant, il n'était pas là en tant qu'accusé, mais en tant que témoin principal dans l'une des plus grandes affaires de corruption de l'histoire judiciaire de l'État. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et d'autres hommes d'affaires qui avaient été victimes de l'organisation criminelle. Édouard reconnut plusieurs visages, des hommes qui, comme lui, avaient tout perdu à cause d'un système qui semblait impossible à détecter. « Tonton Eddy », murmura Sophia en ajustant la nouvelle robe qu'il lui avait achetée. « Tu es nerveux ? » Un peu, admit Édouard en regardant la fillette qui était devenue le centre de sa vie. « Et toi ? » Non. J'ai hâte de voir le procureur Albright recevoir la punition qu'il mérite. Le juge-président, le juge David Larson, une figure très respectée venue d'un autre État pour garantir l'impartialité, appela le premier témoin. Édouard regarda le procureur Albright être conduit sur le banc des accusés menottés, un spectacle qui lui procura une satisfaction amère. Robert avait été capturé 2 jours après Albright, en essayant de fuir au Mexique avec de faux documents. Le réseau de corruption s'était effondré comme un château de cartes lorsque Sophia avait fourni toutes les informations qu'elle avait collectées. Monsieur Edward Santana, appela le procureur spécial, pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert l'existence de cette organisation criminelle? Édouard regarda Sophia avant de répondre. En fait, monsieur le procureur, c'est une fillette de 7 ans nommée Sophia Sanchez qui l'a découverte. J'étais trop aveugle pour voir la trahison juste sous mes yeux. Pendant les 2 heures suivantes, Édouard raconta toute la saga, des premiers soupçons à la confrontation finale dans le bureau d'Albright. Quand il arriva à la partie sur l'intelligence et le courage de Sophia, sa voix s'étrangla d'émotion. « Monsieur Santana, demanda l'avocat de la défense d'Albright, n'est-il pas vrai que votre entreprise faisait face à des difficultés financières, faisant de vous une cible facile pour les escrocs? » Non, répondit fermement Édouard. Mon entreprise était solide. J'étais juste une cible facile parce que je faisais confiance aux gens aveuglément et que je croyais en la bonté humaine. Et n'est-il pas vrai que vous avez inventé toute cette histoire pour vous venger du procureur Albright pour vous avoir poursuivi? Sophia se leva brusquement de son siège. Objection. Cette question est offensante et ignore toutes les preuves déjà présentées. Le juge sourit légèrement. Mademoiselle Sophia, bien que j'apprécie votre passion pour la justice, c'est au procureur de faire des objections. Sophia rougit et se rassit, mais Édouard vit la fierté dans les yeux de Maria. La fillette était devenue une petite célébrité après les événements, recevant des invitations pour parler de courage et de justice. Quand ce fut au tour de Sophia de témoigner, toute la salle d'audience se tut. Elle se dirigea vers la barre des témoins d'un pas ferme, portant son fameux carnet coloré. « Sophia, dit doucement le procureur,
Pouvez-vous nous dire comment une fillette de 7 ans a réussi à découvrir une organisation criminelle qui opérait depuis des années sans être détectée? Monsieur le procureur, répondit Sophia avec son sérieux caractéristique, je ne l'ai pas découverte parce que je suis intelligente. Je l'ai découverte parce que j'ai fait attention. Les adultes sont parfois trop occupés pour remarquer des choses évidentes. Quel genre de choses? Sophia ouvrit son carnet. Des gens qui font semblant d'être des amis, mais leurs yeux ne sourient pas avec leur bouche. Des conversations qui s'arrêtent quand on s'approche. Des gens qui posent des questions sur vous mais ne racontent jamais rien sur eux-mêmes. Édouard regardait, fasciné, comment Sophia parvenait à expliquer des concepts complexes si simplement et clairement. Et comment saviez-vous qu'il fallait enregistrer des preuves? Dans les livres de détectives que tonton Eddie m'a donnés, les enquêteurs ont toujours besoin de preuves. Les mots seuls ne suffisent pas. Il faut des preuves que les gens ne peuvent pas nier. Le procureur Albright regardait Sophia avec un mélange de haine et d'admiration réticente. Il avait été vaincu par une enfant qui avait utilisé sa propre arrogance contre lui. Sophia, demanda le juge, avez-vous un message pour les autres enfants qui pourraient regarder ce procès? Sophia réfléchit un instant. Oui. Je veux dire que les enfants ne sont pas trop petits pour faire la différence. Si vous voyez quelque chose de mal se produire, parlez-en à un adulte de confiance. Et si le premier adulte ne vous croit pas, parlez-en à un autre. Continuez à en parler jusqu'à ce que quelqu'un écoute. La salle entière éclata en applaudissements spontanés, arrachant des larmes à de nombreuses personnes présentes. Quand les avocats eurent terminé leur plaidoirie, le juge se retira pour délibérer. Édouard, Sophia et Maria sortirent du palais de justice et se dirigèrent vers un parc voisin où ils s'assirent sur un banc sous un arbre feuillu. « Papa Édouard », dit Sophia en balançant ses jambes qui n'atteignaient pas tout à fait le sol. « Et que va-t-il se passer maintenant ?» Édouard regarda sa nouvelle famille. Maria, qui était devenue non seulement la gérante de sa maison mais aussi sa confidente et son amie, et Sophia, qui était devenue la lumière de sa vie. « Maintenant, ma petite, nous allons vivre. Nous allons être une vraie famille. Et l'entreprise? L'entreprise continuera, mais avec de nouvelles valeurs. Nous créerons un programme pour aider les mères célibataires comme ta maman, et un fonds éducatif pour les enfants surdoués comme toi. » Sophia sourit. « Et nous aiderons d'autres personnes qui ont été trompées comme vous l'avez été, n'est-ce pas? » Exactement, confirma Édouard. « Nous créerons une fondation pour aider les victimes d'organisations criminelles. » Maria, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Édouard, comment pourrons-nous jamais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous? » Maria, ses capacités de faire confiance à la bonté humaine. 2 heures plus tard, ils reçurent l'appel qu'ils attendaient avec impatience. Carlos Mendoza avait localisé le dernier compte bancaire offshore secret d'Albright, contenant plus de 15 millions de dollars volés à ses victimes. Cet argent retournera aux familles qui ont été lésées, expliqua Édouard à Sophia. Et ce qui restera financera notre fondation pendant de nombreuses années. Ça veut dire qu'on pourra aider encore plus de gens? Ça veut dire qu'on pourra aider des gens pour le reste de nos vies. Sophia sauta de joie, puis s'arrêta et redevint sérieuse. Papa Édouard, je peux demander quelque chose? N'importe quoi, ma petite. Quand je serai grande et que j'aurai un vrai diplôme de droit, je pourrai continuer à travailler ici, à la fondation. Édouard sentit ses yeux s'embuer. Sophia, cette fondation existe grâce à toi. Elle sera toujours ta maison. Et quand je serai très vieille, je pourrai apprendre à d'autres enfants à être des détectives comme je l'ai été. Tu pourras et tu devras. Le monde a besoin de plus de détectives comme toi. Pendant qu'il parlait, d'autres personnes arrivaient au bureau de la fondation, des familles cherchant de l'aide, des avocats bénévoles offrant leurs services, des étudiants en droit voulant en savoir plus sur les enquêtes de fraude. L'endroit devenait exactement ce dont Édouard avait rêvé, un centre d'espoir et de justice. Dans l'après-midi, quand tout le monde fut parti, Édouard, Maria et Sophia s'assirent sur le canapé du bureau, regardant par la fenêtre le même palais de justice où tout avait commencé. « Papa Édouard, » dit Sophia en se blottissant dans ses bras. « Tu sais quelle est la meilleure partie de toute cette histoire? » « Quoi, ma petite? » C'est qu'on a découvert que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble. La famille, ce sont ceux qui choisissent de rester ensemble et de se protéger mutuellement. Édouard serra Sophia et Maria dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour le chemin sinueux qui les avait menés les uns aux autres. Il avait perdu un associé qu'il croyait être un frère, mais il avait gagné une fille et une compagne qui étaient sa véritable famille.
Sophia, dit doucement Maria, tu as raison. Et tu sais ce que j'ai appris d'autre? Quoi, maman? Que parfois, les pires choses qui nous arrivent nous mènent aux plus belles choses de notre vie. Édouard regarda les deux femmes qui avaient transformé son existence et comprit que Maria avait absolument raison. La trahison de Robert et la conspiration d'Albright, aussi douloureuses qu'elles aient été, avaient été le chemin qui l'avait conduit à la famille qu'il avait toujours souhaitée. Dehors, le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes dorées qui symbolisaient de nouveaux départs et un espoir renouvelé. Et dans